chers téléspectateurs, chers auditeurs, bienvenue au rendez-vous de votre émission L'Église intervient. Aujourd'hui, d'une façon particulière, vous allez découvrir tout à l'heure mon invité. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire parce que c'est pour la première fois que nous accueillons dans cette émission une femme, droit aux femmes, la parole aux femmes. Alors, nous allons tout de suite avec vous découvrir de quoi nous allons parler. Mais avant cela, je m'en vais donc à accueillir mon invité du jour avec honneur. Bonjour. Bonjour ma soeur. Maître, vous allez bien? Je vais bien, merci. L'année a bien commencé. Oui. Oh, c'est vrai qu'on est au mois de février, mais je ne peux pas m'empêcher de vous souhaiter bonne année. Bonne année. À moi ou ouais. Aux téléspectateurs? Bonne année à vous et aux téléspectateurs, il n'y a pas de problème. Voilà. Maître, est-ce que vous pouvez vous présenter? Sûrement, il y a les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis Priscille Ngoïka Bedi. Comme chez nous, on dit Ngoïka Bedi. Avocate de profession et je suis coordonnatrice de l'association Femmes et Action. Également, je suis membre de l'Alliance internationale des femmes avocates, donc AIFA en sigle. Et voilà, activiste de droits des femmes et de l'enfant. Donc, l'association Femmes et Action a pour mission la protection et le développement de la femme et de l'enfant. Voilà, chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous avez bien compris. Donc, nous allons parler de la femme, avec une femme qui est avec nous sur ce plateau. La femme en République démocratique du Congo, si vous devez décrire la femme sur tous les plans, comment vous trouvez la femme est heureuse, la femme congolaise est actrice dans beaucoup de choses, ou comment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la femme congolaise comme avocate? Comme avocate, je dirais que la femme est en voie d'épanouissement. Épanouissement sur le plan juridique, puisqu'on a changé des textes et elle se retrouve quand même. Par exemple, avant, le code de la famille exigeait, ou même le code du travail exigeait que la femme obtienne l'autorisation maritale pour travailler. Mais avec les amendements qui ont eu lieu récemment, elle peut travailler. Elle peut travailler sans autorisation maritale. C'est juste question de se convenir avec son mari et de commun accord, elle va travailler, il n'y a pas de problème. Pour la paix dans les foyers. Les foyers, oui. Donc là, on voit qu'il y a quand même une évolution, oui. La femme, petit à petit, elle va se retrouver sur le plan juridique. Mais sur le plan social, je crois qu'il y a encore grand chose à faire. Vraiment, il y a à faire puisque la femme, dans le social, je prends le quotidien de la femme, je prends la culture, elle n'est pas encore à la hauteur de ce qu'elle doit être. Mais qui l'empêche de l'être ou de le devenir? Les pesanteurs socioculturels. Donc, et je ne dirais pas qu'il y a une personne physique qui l'empêche, mais ce sont plus les pesanteurs socioculturels. Parce qu'une femme qui peut vous dire, par exemple, elle se lève le matin, elle a des problèmes très sérieux dans son ménage, dans son couple, elle se dit, bon, je suis fatiguée de ce mariage et je vais divorcer. Mais non, mais la première des personnes à l'interdire, c'est sa mère. Puisque sa mère dira non, tu vas mettre la honte sur nous, tu vas faire ceci, cela, alors que c'est elle qui subit des atrocités dans ce mariage-là. Suis-je pour le divorce? Non. Mais ce sont des éléments que nous relevons et que nous voyons chaque jour, puisqu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui sont mortes dernièrement, il y en a une dont le mari a tué. L'a tué pourquoi? Il l'a tabassé jusqu'à la mort. Pendant le confinement, nous avons perdu une consoeur, avocate de surcroît. Le mari l'a tabassée jusqu'à ce qu'elle a perdu la vie. Et dernièrement, pas plus tard que la semaine passée, la même chose s'est reproduite dans un pays d'Afrique, je ne sais plus, la Côte d'Ivoire ou le Gabon. Donc, c'est pour dire qu'à un moment, il faut parler. La femme doit se sentir à l'aise de s'exprimer. Il ne faudrait pas se figer sur
le nom, la bako qu'on a besoin baloba qui est comme ça la bossa. Mais non, vous dites que la femme doit parler comme dans ces cas ici, la femme avait parlé. Quand les femmes parlent, vous venez de le dire vous-même, c'est la maman qui commence par dire non, tu vas nous faire la honte, subis seulement, hein, patiente, regarde les enfants. Parfois c'est la Libye, hein, regarde les enfants, regarde un peu, ils sont encore jeunes, subis seulement. Donc il y a la possibilité, selon vous, de dépasser outre. Que la maman allait voir une autre personne, une tierce personne, pour voir comment mettre de l'ordre dans les mariages. Oui, parce que, en fait, c'est pas pour rien qu'il y a les parrains ou les conseils conjugaux. Il y en a, alors, ça, ce n'était qu'un point, ma soeur, on ne va pas s'attarder sur les mariages. Oui, donc, j'étais en train d'énumérer justement parce que exemples. Ce sont des réalités que nous vivons. Peut-être que, voir aussi, vous êtes avocate. Oui, mais bon, voilà. Je vous ai dit, on va travailler dessus. Ah, donc c'est un devoir. On va travailler dessus parce que déjà, je vous informe que l'adultère est une infraction. OK? La loi pénale dit que l'adultère est une infraction. Mais écoutez, pour que l'homme puisse se protéger, il dit cette infraction doit revêtir un caractère injurieux. Ah, c'est comme ça que les hommes se défendent. Oui, ils se protègent. Et du coup, la femme peut aller porter plainte parce que son mari a commis l'adultère. Mais bon, qu'est-ce qu'elle va dire? Quel élément est là? Quel est le caractère injurieux qu'il y a là? C'est compliqué. Ça devient compliqué. Oui. Et puis on laisse tomber. Ah oui. Elle n'a pas de preuve. On finit, on laisse tomber. Ben oui, mais elle n'a pas de preuve. Elle doit subir. Hein? Ah voilà. C'est comme ça que je parlais des pesanteurs socioculturels. Donc ce n'est pas vraiment une personne qui empêche à la femme d'émerger. Quand on arrive dans certains coins de notre République, on nous dit plutôt, les filles, attendez, on doit scolariser les garçons. Ah, ce n'est pas seulement le papa. C'est pas que le papa ne veut pas que ses enfants puissent étudier, mais il fait la balance, il se dit comme j'ai pas suffisamment d'argent, je vais privilégier les garçons parce que les garçons vont épouser une fille, elle doit la prendre en charge, mais la fille, elle, quelqu'un d'autre viendra l'épouser. Non, mais on bloque l'enfant. Les parents ne fait qu'appliquer ce que cette pesanteur là où la culture lui dit. La culture lui dit et puis il vient là, il sacrifie la fille. Peut-être que la fille est plus intelligente que le garçon. Je pense qu'en ce sens-là, il y a quand même une petite évolution parce qu'on voit quand même les filles étudier, les filles qui arrivent même à l'université, d'autres qui sont même professeurs, même s'ils sont à compter, mais même si l'effort reste là, à toujours rappeler ou malter pour qu'on arrive quand même à l'effectif de beaucoup de filles dans des écoles. Je pense qu'il y a même des associations qui aident que les filles étudient, qui supportent les études pour des filles, des écoles pour des filles. Alors, maître, ça c'était dans les cadres social que vous avez. Au niveau de la religion, vous pensez que la femme est considérée? À l'église, je crois oui. Même si c'est pas proportionnel, mais la femme a quand même un mot à l'église, dans les départements des mamans. Parce que, en fait, si je dois commencer, je dirais, il y a plus de pasteurs hommes que de pasteurs femmes. Il n'y a pas de curés femmes. Il n'y a pas de prêtres femmes. Les sœurs sont consacrées, elles font autre chose. Mais si je dois aller là-bas, la Bible me dira que les femmes se taisent dans l'assemblée des saints. Alors comme je ne sais pas interpréter la théologie ici, on est bloqué. Je me réserve de dire des choses, sinon j'aurai tous les prêtres et tous les pasteurs derrière moi. Alors, mais du moins, à l'église, on voit les pasteurs, les prêtres encourager les femmes à émerger, les encourager à étudier, les encourager à aller au fait de l'avant. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée de ce côté-là. Puisque, bon, il y a quand même une chose, hein, bravo. Avant, il n'y avait que des acolytes hommes. Maintenant, j'en vois des filles. L'église catholique. Oui, voilà, oui. Il n'y avait que les garçons comme acolytes, mais aujourd'hui, je vois quand même les filles. Et je dis bravo, merci. Même les lecteurs, lectrices, il y a aussi des femmes. Oui, les lectrices, il y en avait depuis longtemps. Mais les acolytes, avant, c'était seulement les garçons. Alors, je disais que les prêtres, aujourd'hui, sont en train de booster les pasteurs. Ils sont en train de booster les femmes à travailler. Je vois dans les églises,
les pasteurs, les commissions dans les églises, les commissions sociales qui prennent en charge les enfants qui n'ont pas de moyens d'étudier, les orphelins et autres. Et là, on ne fait pas de discrimination. Donc, on les vous envoie à l'école, filles et garçons. Donc, sur le plan de la religion, je dirais que l'Église contribue quand même. L'Église contribue, oui, la femme à l'épanouissement de la femme. Ouais, ouais, l'Église contribue. Alors, justement, maître, je voulais savoir, est-ce que l'effet que l'homme ignore les prouesses de la femme, parce que quand même on voit, surtout ici chez nous, comment les mamans se donnent corps et âme, même dans les développements, pour nourrir sa famille, ainsi de suite. Est-ce que le fait que l'homme ignore peut-être un peu plus l'apport de la femme, c'est ce qui fait que nous arrivons aux situations désastreuses aujourd'hui dans notre République démocratique du Congo? Un peu oui, parce que les statistiques nous ont dit que nous sommes, nous les femmes, nous constituons 52% de la population congolaise. Alors, les hommes, si réellement ils constituent 48%, dans ces 48%, nous devons voir qu'il y a les fonctionnaires. Ils sont payés comment? Est-ce qu'avec leurs revenus, ils peuvent nouer les deux bouts du mois? Non. Il y a les chômeurs, licenciés peut-être, mais il n'a pas de boulot. Il se retrouve là en train de ne rien faire, parce que quand je le vois vendre les unités, je ne dirais pas qu'il fait quelque chose. Un licencié qui vend les unités au coin de son avenue, non, il ne fait rien. Alors si les femmes ne font rien, ou si les femmes ne faisaient rien, en ce moment, je crois que ça allait être vraiment catastrophique. Et les femmes se sont levées, dans ce sens-là, les femmes se sont levées pour prendre en charge leur famille, les femmes se sont levées, en tout cas là, les femmes se sont levées, pas plus tard qu'il y a quelques jours, vous le savez avec moi, nous avons pleuré nos mamans qui sont mortes à Matadi-Kiba, là, et vous allez vous rendre compte qu'il y a eu 23 dames et 3 hommes. 23 et 3 hommes. Oui. Donc, les femmes étaient parties chercher quelque chose pour nourrir leur maison. Donc, les femmes contribuent. Malgré les pesanteurs socioculturels, il y a des niveaux où la femme s'impose, où il y a la vie qui vient imposer la femme contre ces pesanteurs-là. La situation pécuniaire peut-être vient imposer la femme et elle travaille, elle se retrouve en train de travailler. Elle est obligée. Oui, elle est obligée, mais il ne faudrait pas que ce soit une lourde charge. Il ne faudrait pas qu'elle soit la seule à travailler. Parce que, voyez-vous, les 23 dames qui sont parties, sûrement elles payaient les études de leurs enfants. Elles sont parties. Et les papas, peut-être 2, 3, 4 parmi elles, ont eu comme époux les fonctionnaires. Est-ce que comment pouvons-nous imaginer le lendemain de ces enfants-là? Est-ce que le gouvernement a pensé à prendre en charge ces enfants-là? Ah, ça c'est la question. Ah oui. Est-ce que les organisations que nous sommes-nous organisées pour voir le lendemain de ces enfants-là? On ne sait pas. Peut-être qu'il y en a dont les pères étaient déjà décédés avant. Et quand les mamans sont parties, qu'est-ce qu'on peut faire de ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme lendemain de ces enfants-là? Alors tout ça font que quand on balance un peu, on se dit qu'il faut envoyer à l'école et les filles et les garçons. Et quand il faudrait engager aussi dans les entreprises, il faut prendre et les filles et les garçons. Il ne faudrait pas, chers hommes, arrêtez avec votre histoire là des points sexuellement transmissibles et promotion canapé. Ça bloque les femmes. Ça nous bloque parce qu'une femme qui a une bonne conscience ne voudra pas céder son corps pour les points. Et finalement, elle risque d'arrêter avec ses études. Et si elle arrête avec ses études, quel sera son lendemain? Il y en a qui n'ont pas de promotion au boulot parce que le chef veut à tout prix une promotion canapé alors que la femme est intelligente. Et donc là, en tout cas, ça c'est un message que je lance aux hommes. Hein. Hommes bourreaux, arrêtez avec ça. Aidez-nous à aller de l'avant parce qu'ensemble avec vous, nous allons emmener ce pays plus haut que nous le pensons.
Mais là, vous accusez les hommes. Les hommes diront que ce sont les femmes elles-mêmes qui commencent. Parfois, on fainéante, on est à l'université, on fuit les cours, on n'est pas là. À la fin, on ne sait pas quoi faire, on doit tricher ou aller suivre les professeurs derrière. Et vous ne trouvez pas qu'il y a aussi la responsabilité de la femme elle-même? Oui, il y a la responsabilité de la femme. Nous n'arrêterons jamais de dire que la femme doit aussi se prendre en charge. C'est-à-dire étudier, oui. C'est comme ça que, généralement, moi, j'ai dit aux filles, il faut vous découvrir et exploiter vos talents. Parce que quand tu te découvres, tu exploites ton talent, tu mets en valeur ton intelligence. À un moment, même quand il y a la promotion canapé là, si tel chef t'évite et que l'autre chef te remarque, celui-là peut te tirer. Mais si tu es tel que vous l'avez dit là, elle ne va pas à l'école, les parents savent qu'elle est à l'école, mais elle n'y est pas. Là, c'est compliqué, mais nous tirons les oreilles des filles pour que les filles, à leur tour, sachent qu'elles doivent se battre, elles doivent être compétitives. Mais de l'autre côté, nous interpellons les hommes afin qu'ils ne puissent pas arrêter cette lutte des femmes. Donc, les femmes qui méritent, laissez-les occuper les postes. Alors, souvent, on dit derrière les grands hommes, un grand homme, il y a une femme. On peut dire que cet adage ne marche pas ici en République démocratique du Congo par rapport à la politique. Cet adage-là est vrai. Elle est vraie. Je vais survoler un peu la politique pour rentrer à la source. Pourquoi cet adage est vrai? Allez-y. Parce que quand Dieu a créé l'homme, lui-même a dit, c'était pour la première fois et l'unique fois que Dieu a vu que cela n'était pas bon. Donc la mauvaise des choses que Dieu avait créées, c'était l'homme seul. Alors il dit, faisons-lui une aide semblable. Ah, une aide? Ah ouais. C'est pas son semblable. Une aide semblable. Ils ont créé l'aide. Ma soeur, la personne qui vient aider est toujours plus forte que celui qui mérite l'aide. Donc la femme est venue sur cette terre pour aider l'homme? Oui, c'est son aide semblable. Alors, l'homme doit voir la femme à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on dit, derrière un homme puissant, il y a une femme forte. Donc, il y a une femme derrière là, même si elle n'a pas étudié, mais elle a les intuitions, les flairs, je ne sais pas si on doit dire intuition ou quoi là. Elle a ce sens-là, ce bon sens-là de dire à son mari, stop, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais le problème avec nos politiques, je ne connais pas en tout cas leur vie familiale, mais je crois que la plupart n'écoutent pas leurs femmes. C'est l'enfant. Oui, parce que ma soeur, même Ponce Pilate, Hérodée, Ponce Pilate, ils sont passés là. Non, ma femme a fait un mauvais rêve. En tout cas, je me lave les mains. Je vais pas tuer ce monsieur. C'était sa femme, c'était pas lui-même. Il a dit, je vais pas tuer ce monsieur. Mais n'oubliez pas aussi que les rois acceptaient d'offrir la tête de Jean, parce que sa fille l'a demandé, c'est une femme. Et la fille est allée demander à sa mère, c'est une femme. Donc les femmes aussi peuvent entraîner les hommes à la dérive. Exact. Parce que vous avez donné l'exemple de Pilate qui a suivi les conseils de sa femme. Donc ça, la femme a joué un rôle qui est bon. Mais de l'autre côté, les femmes sont aussi des vampires. Ouais, tout ça ne fait que ressortir la force qu'a la femme. Et Dieu connaissant qu'il a mis la force dans la femme, il a dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais la femme alors utilise cette force pour le bien, pas pour détruire. Oui, bon, il y en a, en fait c'est dans notre lutte. Quand on dit, on est activiste de droits des femmes, ce n'est pas seulement pour dire aux femmes, vous devez travailler, vous devez réclamer la parité. Non, on apprend aussi aux femmes à vivre. C'est quoi être une femme? C'est quoi être une femme? On n'est pas là, parce qu'on n'est pas là pour détruire, on est là pour construire ensemble avec les hommes. Nous devons construire, mais les femmes qui détruisent, je vous plains, vous n'accomplissez pas votre mission et nous sommes ensemble, nous devons travailler dessus pour les aider.
Je pense qu'il y a encore un travail à faire à ces niveaux-là, du côté des femmes, du côté des hommes, pour qu'on arrive juste à cette parité 50-50. C'est 2030 ou 2050? 2030 déjà. Mais bon, ce n'est pas loin. Hein. Nous sommes déjà en bientôt en 2022, dans 8 ans. Est-ce qu'on aura parité 50-50? Ça dépend de la manière dont les gens appréhendent la chose. Comment nous recevons cela? Est-ce que quand on dit parité 50-50, égalité des chances, égalité de droits, est-ce que tout le monde comprend ça de la même manière? C'est ça le grand travail qui reste à faire. Donc, pour faire comprendre, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas parce que je vais être comme l'homme, je vais faire comme l'homme. Il y a cette complémentarité, cette collaboration. L'homme donne ce qu'il peut donner, la femme donne ce qu'il peut. Ensemble, vous cheminez pour les biens. Alors, maître, parlons un peu de l'état des sièges. Là, de l'autre côté, dans notre République, à l'est du pays, nous avons entendu parler de l'état des sièges. Comment vous appréciez cette réalité? Bon, en vrai, l'état de siège est décrété pour apporter une solution. Mais seulement, dès qu'on a lancé l'état de siège, je vais vraiment rester sur ce qui concerne la femme. Je m'étais posé une question et j'ai eu à poser cette question à quelques personnes dans mon entourage. Comment nos mamans, nos sœurs de l'Est pouvaient recevoir ou accueillir l'état des sièges? Parce qu'elles ont été violées par les militaires. Et elles voient les militaires venir diriger le pays. Les protéger en quelque sorte. Oui. Est-ce qu'elles les reçoivent comme les protecteurs ou comme les bourreaux au carré? Ça, c'était vraiment ma peur et c'était ma crainte. Je me demandais comment ces femmes et ces enfants victimes des viols et des violences allaient recevoir l'état des sièges. Et ça n'a pas été facile. C'est vrai que sur terrain, ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui ont cru aux hommes en uniforme en disant qu'ils sont venus nous protéger. Mais il y en a qui n'ont pas cru parce qu'elles sont déjà frustrées, elles sont traumatisées. Et vraiment traumatisées, je crois que pour moi, elles ont besoin des psychologues pour mieux accepter cette histoire. Donc selon vous, la femme n'a pas été bénéficiaire de l'état des sièges? Je ne pense pas. Peut-être sur le plan sécuritaire dans certains villages, mais dans d'autres villages, pas plus tard que hier, on a suivi aux infos, il y a des femmes qui ont été tuées encore. Donc dans certains villages, oui, elles ont bénéficié de la sécurité, mais dans d'autres, jusque-là, non. Mais sur les plans évolution ou sociétal, je crois qu'il y a encore un problème. Parce que ne nous voilons pas le visage, l'Est de notre pays vit des champs. Tant que la femme n'a pas encore accès à son champ, donc elle n'a pas encore retrouvé sa vie. Puisqu'elle est habituée à aller au champ, elle fait ses malakis, elle fait ses choux et elle a de l'argent. Donc en ce sens, puisque toujours au champ, c'est là où il y a des rebelles, elles sont doublement ou triplement sacrifiées parce qu'elles doivent rester au village. Oui, elles doivent rester au village. Quelqu'un qui était habitué à aller faire ses champs et à vendre. Donc, du coup, on a cassé l'élan de l'autonomisation de la femme par les rebelles. Mais bon, nous espérons encore que le gouvernement pourra aider nos sœurs à revenir dans leurs droits. Mais sinon, jusque-là, je crois que le résultat par rapport à la situation de la femme n'est pas encore tel que nous l'attendions. On n'est pas encore arrivé au résultat escompté. Et si vous devez plaider pour la femme de l'Est, qu'est-ce que vous demanderez aux autorités? Je demanderai aux autorités de sécuriser ces femmes. Et ce qu'il faut faire, je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais moi je crois qu'il faudrait faire quand même une cartographie de toute cette partie, Ituri, Beni, tout ça, de faire une bonne cartographie, recenser les femmes et les enfants,
voir leur activité et ajouter maintenant les stratégies. Que les militaires qui sont allés diriger cette partie du pays puissent changer des stratégies pour permettre ne fût-ce qu'à ces femmes de ne plus être violées et d'avoir accès à leur champ. Voilà. Merci beaucoup, maître. On me dit que les temps, on parle, les temps courent tellement. Contre nous. Malheureusement, on ne peut pas attraper les temps qui est déjà écoulé ou ramener ça en arrière pour qu'on puisse allonger un peu. Alors, on dit que je suis dans une minute, ce qui nous reste là. Alors, une parole que vous pouvez adresser aux femmes du Nord et Sud qui vous suivent en ce moment, des Litouries aussi. Hein? Donc, la partie de l'Est, là, un monde d'espoir, qu'est-ce que vous leur direz? Chère maman de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous n'avons pas le pouvoir, moins encore le bâton magique pour changer les choses, mais avec nos voix, nous crions, nous parlons et nous pensons que ça va aller. Tenez encore bon. Tenez encore bon. Les femmes peuvent changer les choses. Je sais qu'il y a une histoire dans la Bible où la femme a amené la paix. Elle a coupé la tête du roi et elle a amené la paix. Donc vous êtes capable. Que personne ne vous dise que vous étiez inférieur. Non. Vous êtes capable de faire quelque chose. Esther aussi a sauvé son peuple. C'était une femme. Donc ensemble, nous pouvons faire changer les choses. Nous pouvons changer les choses, chère maman. Ensemble. Espérons et travaillons ensemble, les choses vont changer. Merci beaucoup, maître Priscille. Je rappelle que vous êtes avocate et vous avez aussi un ONG où vous occupez surtout de la femme et de la jeune fille. Et vous militez justement pour le bien-être de la femme. Nous vous remercions d'avoir passé dans cette émission pour la première fois. On a reçu une femme dans l'espoir que vous allez encore venir. Aujourd'hui, nous avons parlé de la femme un peu en général, sans entrer en détail, mais nous y reviendrons dans tel ou tel sujet d'une façon un peu approfondie et en détail pour en parler. Et merci beaucoup parce que j'ai compris de tout ce que vous avez dit, que la femme sauvera l'homme. Et la femme sauvera l'homme, c'est un titre aussi d'un livre. Hein. Donc je pourrais dire aussi que la femme peut sauver l'État congolais ou la RD Congo. C'est possible. Pourvu que nous ayons la volonté de le faire, de ne pas se décourager. Nous sommes capables, on a des qualités. On a l'esprit que Dieu nous a donné comme femme. Nous pouvons aussi changer les choses. Il ne faut pas se sous-estimer, mais il faut oser proposer, parler et faire. Donc, on parle de l'action, la parole, tout ça va ensemble. On peut faire beaucoup de choses. Maître Priscille, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs, chers auditeurs. C'est par ici que nous mettons point dans cette émission de séjour sur la femme. Aux femmes, nous invitons donc de s'impliquer dans tout ce qui est action pour la République démocratique du Congo. Nous voulons tous la paix, nous voulons le développement, mais nous devons mettre la main à la pâte pour chercher cette paix que nous crions du jour au jour, la paix au Congo. Merci et au plaisir de nous retrouver dans la prochaine émission.